Quatrième et dernière conférence d'une série printanière. Bon ben voilà, comme d'habitude, ma petite présentation est là. Je n'insiste pas. Toutes les informations par contre sont disponibles d'une façon. Donc là on est bien sur aujourd'hui sur la problématique gestion du poids. Je ne veux pas parler de comment grossir, je veux bien sûr parler, c'est très ironique, donc ça c'était le côté, la partie du titre, mais c'est surtout les problématiques d'amaigrissement sont des problématiques extrêmement techniques. Et vous allez voir, normalement, c'est la conférence qui fait l'étalage de plus de données. Alors j'ai vraiment réduit, puis on verra, on posera des questions, mais ça va très loin dans plein de données physiologiques. C'est parti, donc vous êtes prêts pour cette petite démonstration d'ironie physiologique avec des données assez soutenues. On y va. Toc. Voilà, je vous avais prévenu, ça tac dur. Donc moi, comme j'ai très souvent entendu, mais très régulièrement, Jean-François, maigrir c'est très facile, il suffit de moins bouffer et de plus de bouger. Ouais, effectivement, hein, là je vous ai tout mis les chiffres, c'est très mathématique. Alors voilà, ce qu'on appelle le taux métabolique de base, alors l'acronyme il est anglais, BMR, base metabolic rate, il n'y a pas d'anglophone ici, enfin bon voilà c'est ça. Le BMR c'est ça, c'est notre taux métabolique de base, il est calculé, il est chiffré, vous voyez, hein. Et il est indexé effectivement à un coefficient multiplicateur en lien avec un effort physique. Donc voilà, un sédentaire pauvre, extrêmement actif, c'est du sportif de haut niveau qui s'entraîne plusieurs fois par jour. Hein. Voilà. Déjà modérément actif, il n'y a déjà pas beaucoup de gens qui sont dans le modérément actif. Bon, basta. Et vous voyez que bien sûr, cette histoire elle est aussi en lien avec l'âge, elle est en lien avec le sexe, et elle est en lien avec le gabarit. Voilà. Donc la formule, retenez bien parce qu'il va falloir la savoir par cœur, hein. Sinon vous n'allez pas aller loin dans la conférence. Hein. Ok? Ouais, ça sent l'ironie à plein nez. Vous avez raison. Voilà. Donc comme je vous expliquais, avec cette formule-là, c'est très simple. Vos entrées nutritionnelles doivent égaler vos sorties donc énergétiques. Calories ingérées égale calories dépensées. Donc ça, c'est ce que le cerveau adore. Une recette. Je ne réfléchis plus, j'ai la recette. Sauf que, autant vous dire que les lois de la physiologie, elles ne fonctionnent pas avec des recettes binaires. Voilà. Et là, quand vous appliquez cette recette, vous avez réglé 11% du problème. Voilà. Et il y a 89%, les 89 autres pourcents, qui sont liés à d'autres problématiques que simplement l'équilibre entre les entrées et les sorties. Voilà. Donc, autant vous dire que la majorité des gens qui vous expliquent, c'est simple, en plus ils vous prennent des exemples fantastiques, ils vous parlent des camps de concentration, hein, ils vous disent, voilà, ils étaient tous maigres. Ouais, d'accord, ok, très bien. Donc, c'est vraiment 89% de l'illusion, c'est ce qu'on appelle l'illusion calorique. Alors, tout l'enjeu de cette petite conférence, c'est de vous expliquer les 89% qui vont faire que l'histoire de maigrir ou de grossir n'est pas une histoire d'équilibre entre les calories ingérées et les calories dépensées. Et ça, autant vous dire que c'est un challenge. Hein. Et en démonstration à cette histoire-là, c'est une des données, il y en a plein, hein. Voilà. Une des données que je vous ai mis, c'est que l'apport énergétique moyen en France hein, ou dans nos sociétés industrialisées, voilà, et actuellement, il est inférieur aux recommandations nutritionnelles. Autrement dit, les chiffres de mémoire, je ne m'intéresse pas trop aux chiffres parce que vous voyez, c'est pas vraiment le problème. Mais en gros, les chiffres, ils vous disent entre 1800 et 2200 kcal par jour pour un adulte, selon l'âge, etc. Bon, les gens, en fait, actuellement, ils sont en dessous, en moyenne. Voilà. Donc on est en dessous. Et pourtant, le surpoids et l'obésité progressent.
Mais alors ça, par contre, il progresse sacrément. Hein. Actuellement en France, c'est des choses que j'ai déjà dit en conférence, on est à 47-48% de la population en surpoids ou en obésité. Dans des pays comme les États-Unis, on est à près de 70%, hein, en Australie aussi, etc. Bon. Et on sait très bien que dans nos sociétés, à l'horizon 2040-2050, on sera à peu près à 50% pas de surpoids et d'obésité, mais simplement d'obésité. Donc le surpoids, parti comme on est parti. Donc, et pour autant, comme je vous dis, c'est démontré, l'apport énergétique moyen actuellement est en dessous des recommandations nutritionnelles. Autre chose que j'aurais pu mettre, c'est quand on compare l'apport énergétique de la population en France, il y a environ plus ou moins 100 ans, hein, on va dire donc début du XXe siècle, on va dire de 1900 à 1930. Quand on regarde l'apport énergétique moyen, on a des données de ces populations-là, il est en moyenne 500 kcal au-dessus de notre apport actuel. Voilà. Donc les gens vont vous dire, ouais, mais il bougeait beaucoup plus que nous. Quand vous voyez Aïs un jour, il a je ne sais pas combien comment ça s'appelle, ces salles de forme là qui se montent. Enfin, moi je trouve que les gens se bougent. Les clubs de sport, il y a des licenciés de partout. Enfin, bon, même si c'est une autre façon de bouger, les gens se bougent. Je ne suis pas sûr que ce soit la problématique, c'est la raison de ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses factuelles pour bien comprendre qu'à partir du moment où on raisonne sur la calorie, voilà, on traite 10% du problème. Effectivement, la calorie a sa part, mais on traite 10%. Il faut aller plus loin, on y va. Donc si la problématique pour la perte de poids n'est pas calorique, c'est qu'elle est métabolique. Donc métabolique, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? C'est ce qui fabrique de l'énergie dans notre corps, c'est-à-dire ce qui fabrique de l'ATP, de l'adénosine triphosphate. On ingère des aliments, ces aliments doivent être transformés en ATP, en adénosine triphosphate. Pour qu'on arrive à cette ATP, à cette molécule-là, il y a tout un tas de processus. Et donc il y a des dysfonctionnements dans ces processus. Ce sont des dysfonctionnements métaboliques. Alors là déjà, on voit un petit peu plus la subtilité. C'est-à-dire que quand les gens vous disent voilà, l'histoire elle est calorique, il suffit de manger moins, de bouger plus, il y a tous les phénomènes physiologiques métaboliques qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas conscientisés. C'est cette espèce de boîte noire, si on peut dire, qui n'est pas conscientisée. Donc ces phénomènes donc, métaboliques qu'on va interroger, là j'ai mis les grands titres, c'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. L'insuline, vous allez le voir après, c'est une hormone. Cette hormone, voilà, si on perd la sensibilité de cette hormone, on va perdre en rendement métabolique. Autre chose, c'est la qualité de notre microbiote. Le microbiote, c'est cette flore intestinale qui régule énormément de choses pour notre santé et aussi, du coup, pour la transformation de nos aliments en ATP. C'est notre faculté à brûler le gras, c'est-à-dire qu'on a du gras qui est toujours stocké, c'est normal, hein, si on n'a pas ça, ces réserves, elles sont présentes soit dans les muscles, soit dans les muscles et dans des cellules spécialisées qu'on appelle des adipocytes, on pourrait dire ça, des espèces de petits sacs à graisse. Bon ben, ce gras, l'organisme sait l'utiliser, le déstocker, notamment des cellules adipocytes, et c'est un phénomène de lipolyse. Donc si ce phénomène métabolique fonctionne mal ou fonctionne pas, et bien effectivement, on n'arrive pas à récupérer de l'ATP. C'est aussi en lien avec la performance de nos hormones. Il y a tout un tas d'hormones, vous verrez, on en verra une en particulier, mais il y en a plusieurs, et ces hormones-là ont effectivement un lien avec l'efficience métabolique. Et puis aussi, bien sûr, ce sont toutes nos errances nutritionnelles.
Alors, vous verrez, par l'errance nutritionnelle, c'est tout ce qu'on va faire dans une vie, parce qu'on commence à se questionner sur notre alimentation, et que on tente un truc, on tente un autre truc, on entend dire que, patati patata, voilà. On est dans une espèce de flou, dans une espèce de smog, et on erre. Mais ces errances génèrent certaines mémoires dans notre corps, et ces mémoires, elles s'inscrivent, et elles perturbent à terme notre métabolisme. Allez, c'est parti pour l'insuline. Donc cette histoire de sensibilité à l'insuline. Comme je vous disais, l'insuline est une hormone. Son objectif, c'est très clair, c'est récupérer le sucre qui est dans le sang pour l'amener dans nos cellules. Et une fois que le sucre arrive dans nos cellules ont des petites usines, les mitochondries, qui sont des usines pour transformer ce sucre sous forme de glucose, pour le transformer en ATP. Pof. Donc sans insuline, on ne peut pas faire d'énergie, on meurt. Ah. Quand on perd la sensibilité à l'insuline, le corps, pour éviter qu'on ait des soucis vitaux, ben, le corps va sécréter de plus en plus d'insuline. Ça, c'est le pancréas qui s'en occupe. Hein. Donc, s'il y a une perte de sensibilité, ben, le pancréas force l'affaire. Hein. C'est ce qu'on appelle la partie endocrine du pancréas. Il force le truc. Voilà. Il y va, il faut absolument sécréter suffisamment d'insuline pour qu'on génère suffisamment d'énergie. C'est notre survie. Okay. Comme je vous l'explique, l'insuline est une hormone anabolisante. Donc, anabolisante, ça veut dire qui permet au corps de prendre de la masse, de faire de la masse. Vous avez déjà entendu parler des anabolisants comme dopage, notamment pour certains sports, hein, donc pour faire notamment du muscle. Hein. Mais l'anabolyse, elle n'est pas forcément que musculaire. L'anabolyse, elle est, donc vous voyez, elle peut être aussi, on peut aussi stocker du gras. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse. Lipo, c'est lipides, ce sont les graisses. Voilà. Génèse, c'est la fabrication de la fabrication de lipides. Donc l'hormone, l'insuline, va être anabolisante à la fois en glycogénèse, donc avec le sucre, mais aussi en lipogénèse. Et à la fois dans les muscles, effectivement, les muscles ont la faculté de stocker du gras, des triglycérides musculaires, absolument indispensables dans certains sports, comme les sports d'endurance, de très longue endurance. Hein. Un athlète qui fait le Tour de France qui va arriver, hein, ce sont des athlètes qui ont des facultés de stockage de triglycérides musculaires énormes et qui sont entraînés à ça. Sinon, ils ne peuvent pas tenir les étapes. Hein. Mais quand on n'est pas un athlète de haut niveau, le corps s'adapte et lui, il va plutôt stocker par anabolyse les graisses dans ces fameuses cellules à graisse qu'on appelle les adipocytes. Donc voilà, cette lipogénèse vient donc du fonctionnement du rôle de l'insuline. La glycogénèse, donc, c'est le glycogène. Le glycogène, c'est vraiment un carburant, c'est un super carburant, présent dans les muscles, présent dans le foie. Présent dans les muscles lorsqu'il y a des efforts qui sont extrêmement puissants. Hein. Donc ça arrive dans tout un tas de sports. Un cycliste, j'ai pris cet exemple-là, il a besoin de stocker des triglycérides parce qu'il va faire des étapes de 200 km, mais il a aussi besoin de stocker du glycogène, parce qu'à certains moments, il y a l'histoire du, comment il s'appelle, le maillot vert, là, il y a des accélérations, à certains moments, il y a des franchissements de boss avec une difficulté ponctuelle qu'il faut, et là c'est le glycogène. Voilà. Ce glycogène, c'est vraiment une faculté de donner beaucoup d'énergie. Et ce glycogène, il y en a dans le foie aussi. Pourquoi il y en a dans le foie? Parce que le foie, lui, il a toujours un stock minimum de 100 grammes de glycogène à destination du cerveau. En fait, autant vous dire, notre cerveau, c'est quelque part, il fonctionne comme un sportif de haut niveau, il ne fonctionne que au glycogène. Il ne va pas fonctionner au triglycéride. Donc il faut toujours qu'il y ait une réserve de glycogène à disposition du cerveau, et cette réserve, c'est les stocks hépatiques, ce sont les stocks hépatiques. Donc vous voyez, pas d'insuline, ou pas assez d'insuline, pas assez aussi de réserve pour le foie, et donc pour nos facultés cognitives. Et cette insuline aussi, bien sûr, alors ça,
je ne vais pas développer ici, mais c'est ce qu'on appelle, elle aide à la synthèse des protéines, donc en fait, elle aide à faire de la masse. Ça m'arrive souvent avec là actuellement, c'est une aparté, on a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi je vais faire de la muscu, je fais de la masse, je vais prendre de la créatine. On dit si tu veux, mais c'est pas la bonne chose. Si tu veux faire de la masse, il faut que tu fasses de l'insuline. Et que tu t'entraînes en fonction de ça. Voilà. En fait, l'insuline, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire, quand on s'entraîne correctement, et qu'on sait gérer son insuline, et qu'on a une bonne sensibilité à l'insuline, ça fait du muscle. Sauf que, voilà, si le corps perd sa sensibilité à l'insuline, donc tend vers une résistance à l'insuline, quand vous n'êtes pas très sensible à quelque chose, il faut, si vous n'êtes pas sensible à la douleur, il faut taper fort pour sentir la douleur. Là, c'est pareil. Si vous perdez la sensibilité à l'insuline, comme je l'ai expliqué, le corps il va taper fort pour qu'il y ait suffisamment de sensibilité pour que ça réagisse. Donc ça, on est dans un phénomène de résistance à l'insuline. Donc le corps, il fabrique de plus en plus d'insuline, de plus en plus d'insuline. Au début, c'est ce qu'on appelle de l'hyperinsulinie, et après, c'est ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Quand on rentre dans ce dysfonctionnement métabolique, on est dans un dysfonctionnement qui fait que, quel que soit le petit truc que vous mangez, c'est grosse sécrétion d'insuline. Donc, grosse sécrétion d'insuline, gros phénomène anabolisant. Donc, gros phénomène anabolisant, si vous voulez échapper à la fabrication de la lipogénèse, il faut faire du sport. Donc, un résistant à l'insuline, à la rigueur, s'il ne fait pas du sport 24 heures sur 24, il fait du gras. Donc, résistance à l'insuline, vous le voyez bien, c'est tout de suite derrière la prise de masse de façon fatale en graisse. Parce qu'on ne peut pas toujours être en train de bouger, c'est pas possible. Ok? Voilà. Donc, cette perte de sensibilité à l'insuline qui évolue vers une résistance à l'insuline, c'est un des facteurs numéro 1 de la prise de poids. Alors maintenant, la question c'est de se dire pourquoi nos populations, nos sociétés, pourquoi on devient résistant à l'insuline. Je crois que c'est après que c'est dit. Ah, c'est là. C'est bon, je n'ai pas anticipé sur la diapo. Les habitudes alimentaires, effectivement, ont un rôle dans ce phénomène d'hyperinsulinémie qui, à long terme, génère une résistance à l'insuline. Donc, des habitudes alimentaires classiques qui favorisent ça, je vous les ai mis. Petit déjeuner à la française. Alors là, je ne vais pas refaire une conférence, c'était la numéro 2. Ok, vous pouvez aller voir sur mon site internet, c'est bien expliqué, c'est en ligne. En tout cas, le petit déjeuner à la française, il n'y a pas mieux pour, à long terme, faire une résistance à l'insuline. Deuxième chose, la consommation régulière de céréales raffinées. Donc là, on est sur la conférence numéro 1, où j'explique notamment à travers le pain et donc les céréales, l'intérêt de prendre des céréales complètes. Quand vous avez affaire à des céréales raffinées, ce qui est devenu la norme, vous faites ce qu'on appelle dans le corps un pic de sucre dans le sang, donc un pic de glycémie. S'il y a un pic de glycémie, en réponse, il y a un pic de décharge d'insuline. Et si ces choses-là sont répétées, sur le long terme, il y a une perte de sensibilité à l'insuline, donc une hyperinsulinémie et une résistance à l'insuline. Donc voilà, c'est conférence 1. Là aussi, vous pourrez aller voir sur YouTube ce que je dis là-dessus. Autre chose, ce sont les consommations. Alors là, ça, les gens le savent, les consommations quotidiennes de boissons sucrées. Boissons ou aliments très sucrés. Là, pareil, dans le sang, ça vous fait monter donc, votre glycémie, donc le taux de glucose dans le sang. Ça génère des pics de glycémie dans le sang. Chaque fois qu'on fait des pics de glycémie, comme je vous ai dit, c'est des pics d'insuline. Chaque fois qu'on fait des pics d'insuline, on habitue notre corps à faire une hyperinsulinémie et à tendre vers la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est vraiment des problèmes. C'est pour ça qu'à un moment, on parlait des indices glycémiques des aliments, et l'indice glycémique, c'est pas vraiment le truc le plus intéressant, mais c'est surtout la charge glycémique d'un aliment. La charge glycémique d'un aliment, c'est
l'indice glycémique contextualisé avec la quantité d'aliments. Donc c'est plus intéressant. Hein. Parce que si vous avez un indice glycémique élevé d'un aliment que vous prenez en petite quantité, c'est pas grave. Voilà. Par contre, si c'est la quantité d'aliments qui va jouer. Ok, donc ce qu'il faut arriver à comprendre par rapport à ces histoires que je vous parle d'indice glycémique et de charge glycémique, c'est que quand vous êtes devenu résistant à l'insuline, vous pouvez prendre un aliment à charge glycémique faible ou à indice glycémique basse, vous ferez des pics d'insuline. C'est cuit, parce que de toute façon vous êtes résistant, donc même si vous mangez correctement, c'est ce que je marque, hein, même si vous mangez peu, même si vous mangez bien, vous grossissez. Parce que c'est le phénomène de résistance à l'insuline qui fait que même avec l'alimentation adaptée, super bien faite, vous faites des grosses décharges d'insuline, donc vous anabolisez. Oui. Pas à ton âge, pas à ton âge, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Ok, donc, vous voyez cette problématique de la résistance à l'insuline, elle est énorme dans la problématique de la perte de poids. Autre aliment, bien sûr, la consommation quotidienne d'aliments à sucre ajouté. Alors là, c'est la dernière conférence, hein, où j'en parle beaucoup, notamment la dernière conférence sur gras sucré salé, sur l'histoire du sucre, voilà, notamment quand je parle du Bliss Point. Bon, là aussi, regardez l'histoire du Bliss Point, c'est un truc à savoir, hein. C'est vite compris, mais vous allez jeter un œil sur la conférence. Et hop. Petit point, là, vous avez vu que je reviens à consommation quotidienne des boissons sucrées hors effort physique. Voilà, hors effort physique, parce qu'on a pas mal de sportifs, et sportifs même diabétiques, qui disent « Ah, mais alors, je ne touche plus du tout aux boissons sucrées. » On ne touche plus du tout aux boissons sucrées quand on n'est pas en activité physique. Par contre, en activité physique, là, elles sont indispensables. Pour d'autres raisons, ça mériterait une autre conférence, mais elles sont indispensables. Le défaut de boissons sucrées pendant l'effort est une hérésie physiologique qui va mener à des dysfonctionnements immunitaires et à long terme à une désadaptation du corps à l'effort et à une inflammation, et cette inflammation mènera à une endotoxinose, et cette endotoxinose mènera à des gens qui grossissent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des sportifs qui grossissent parce qu'ils font du sport. Parce qu'ils n'ont pas compris ce problème-là. Parce qu'on ne leur l'a pas expliqué aussi. Bien. Je reviens à des gens qui ne sont pas forcément concernés par l'histoire des sportifs. Voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est ça. Vous mangez bien, vous grossissez pour autant. Hein, c'est imparable. Et vous démarrez ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est la référence universelle de la mauvaise santé métabolique. Le syndrome métabolique, c'est 5 critères. Ces 5 critères, le numéro 1, le plus important, c'est le taux de cholestérol HDL. Si votre taux de cholestérol HDL est inférieur à 0,4 g par litre pour les hommes ou 0,5 pour les femmes, voilà, c'est problématique. Inférieur. Le cholestérol, il en faut du HDL comme du LDL. Là, je vous renvoie à la conférence numéro 3. Hein. Donc, le cholestérol, c'est pas le problème. Le problème, c'est le cholestérol qui est abîmé, qu'on appelle oxydé. C'est absolument pas ce qu'on fait comme analyse. Et le cholestérol HDL, son déficit, donc ce qu'on appelle entre guillemets le bon cholestérol, il n'y en a pas de mauvais, hein. Mais le déficit du cholestérol HDL, c'est le premier critère du syndrome métabolique. Et en fait, on fait du cholestérol HDL quand on se bouge. Plus on s'active, moins on est sédentaire, plus on fait du HDL. Et meilleur c'est pour nos hormones. Deuxième critère sur le syndrome métabolique, je vais essayer de faire un peu plus court. Le deuxième critère, ce sont les triglycérides circulant dans le sang. Donc au-dessus de 1,5 g
par litre, là, effectivement, on a trop de graisse circulante dans le sang. Les triglycérides. Okay. Le troisième, c'est la glycémie à jeun, donc le taux de sucre dans le sang à jeun. Donc là, pareil, si elle est supérieure à 1 g par litre, il y a un problème. Elle doit être prise, normalement, il doit y avoir 2 prises, à 15 jours d'intervalle pour vérifier. Et donc ça, c'est le troisième. Le quatrième critère du syndrome métabolique, c'est la tension systolique, diastolique. Systolique, elle doit être inférieure à 13,5. Diastolique, elle doit être inférieure à 8,5. Voilà. Au-dessus, c'est un critère du syndrome métabolique. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'obésité viscérale, enfin la circonférence au niveau du ventre. Et alors là, il y a plusieurs normes, enfin, il y a 2 normes. Celle de l'OMS, c'est la plus gentille. De mémoire, elle est à 102 cm pour les hommes et 90 pour les dames. Et puis il y en a une autre qui est un peu moins gentille, qui est d'un organisme, il s'appelle l'IDF, l'organisme. En fait, c'est un organisme de santé, je pense, qui est très français, qui ramènerait plutôt à 90 pour les hommes, en tour de taille, et à 80 pour les femmes. Donc, ce syndrome métabolique-là, c'est une situation qui est de plus en plus courante maintenant dans nos sociétés, et on considère que quand on va dire 3 critères sur 5 de ce que je viens d'annoncer, c'est qu'on démarre un syndrome métabolique. Et quand on démarre un syndrome métabolique, la résistance à l'insuline, elle est systématique. Voilà. Petite remarque, dans ces 5 critères du syndrome métabolique, on n'y a jamais ni le cholestérol total, ni le cholestérol LDL. Donc les médecins savent très bien que le problème n'est pas là. Sauf que derrière, il y a un sacré business qui s'appelle le business des statines et qui rapporte, pour les industries de la pharmacie, c'est le plus gros chiffre d'affaires au monde pour l'industrie de la pharmacie. Et c'est une illusion. Je vous incite à aller voir. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Le documentaire d'Arte, qui date, je crois, de 5-6 ans. Cholestérol, le grand bluff. Et vous allez voir comment la propagande peut inonder le monde. Et toujours la pensée des médecins actuellement. Pas tous, mais beaucoup. Ouais, c'était mon petit coup de gueule. J'ai des fois un petit côté passionné comme ça, il faut que je me calme.